suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque, enfin je suis ravie oui et non, parce que cette vidéo ça a été dur de faire des choix parce qu'on se retrouve pour mon top 10 de l'année 2024 de mes meilleures lectures. Ça a été très dur parce que j'ai décidé cette année de ne pas choisir comme ça 10 livres que j'ai préférés, mais je veux faire vraiment un classement du top 10 au top 1. Et je peux vous dire que c'était dur. C'était tellement dur que c'était pas prévu, mais j'ai décidé de mettre des mentions honorables pour certains titres parce que je pouvais pas ne pas en parler, de ne pas les citer parce que ils ont été importants dans cette année de découverte de lecture 2024. Du coup, je me devais de les mentionner. Et donc voilà, c'est parti. On verra. Je suis encore en pleine réflexion. Ça se trouve, je vais changer d'avis en plein milieu de cette vidéo. Parce que j'ai écrit là mon top 10 juste avant de tourner cette vidéo, mais on sait jamais. Et c'est surtout que il y a toujours un point d'interrogation. C'est qu'en ce moment je suis en train de lire La Cité de Jade de Fondali et qu'à tout moment ce livre peut arriver dans mon top 10. Je ne sais pas. Je suis qu'à 23% pour le moment là où je vous parle. Donc je peux pas savoir. Je peux clairement pas savoir. Du coup si c'est le cas, je vous le dirai dans mon bilan lecture du mois de décembre que je vous publierai en janvier et puis on verra bien si mon top 10 a été faussé ou non. Voilà, je peux pas mieux faire parce qu'il faut absolument que je tourne la vidéo maintenant parce que je vais la monter avant que mes parents arrivent et ensuite je vais la programmer, comme ça ce sera fait et vous aurez au moins une vidéo. J'en mettrai pas le mercredi, vous aurez au moins une vidéo les deux dimanches avant la fin du mois de décembre. Donc voilà, tout ça est dit, c'est parti. Je ne reviendrai pas sur les résumés de chacun, si vous voulez connaître mon avis plus précis dessus. Je vous aurai juste à aller voir la playlist avec mes bilans de lecture par mois. Et à chaque fois, en fait, vous verrez sur les miniatures, j'ai mis les couvertures pour que ce soit plus simple, pour que vous puissiez retrouver mes avis sur certains livres qui vous intéressent plus particulièrement. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt être sur les ressentis et le pourquoi du comment ils ont atterri dans ce top 10. Donc c'est parti, on y va. Alors bien sûr, on va commencer avec le numéro 10. Si je vous dis, c'était très dur de faire des choix, du coup je vais me décaler un peu pour ajouter la couverture à ma droite. Alors en numéro 10 du coup j'ai choisi non pas du tout, Magie d'encre d'Emma Torz aux éditions, donc dans la collection Lune d'encre, aux éditions... J'ai un trou de mémoire d'un coup. Ok, dans la collection Lune d'encre. Voilà ce que je peux vous dire. C'était une grosse surprise ce livre, j'en attendais pas autant, sincèrement. Comme vous le savez, quand je me suis lancée, d'ailleurs j'étais persuadée que c'était de la fantasy. Pas du tout, c'est du fantastique. C'est vrai que maintenant j'accroche un peu moins au fantastique par rapport à la fantasy que ce que c'était le cas avant. Mais là, ça l'a totalement fait grâce à la construction des personnages, à l'univers autour des livres. Si vous aimez les grandes bibliothèques, c'est vraiment un livre qui est fait pour vous. Enfin, si vous aimez les livres qui parlent de livres, c'est un livre qui est fait pour vous. Le système de magie, la magie qui est présente grâce à l'encre des livres et tout ce qu'elle peut faire, ouais je sais pas, j'ai beaucoup approché. Je trouvais que la plume était vraiment très belle aussi, qu'il y avait une belle relation entre deux sœurs qui étaient présentes dans ce livre et pas forcément, alors oui il y a des relations amoureuses mais elles sont vraiment pas au centre de l'histoire. C'est vraiment une relation entre deux sœurs qui s'est détériorée au fil du temps et des années à cause de certaines actions de leur père et qui apprennent à reconstruire leur relation, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et bien sûr il y a toute la partie fantastique qui est vraiment très chouette et on se laisse happer direct. Enfin vraiment je me suis pas ennuyée du tout alors que c'est un sacré pavé. Et également ce qui est bien à retenir, c'est que c'est un one shot et donc comme il y en a peu on va dire, enfin il y a de plus en plus de séries qui existent maintenant qui sortent. Je trouve ça toujours chouette d'avoir ce genre de one shot à placer entre deux grosses séries de fantasy. Donc je ne peux que vous recommander ce livre, ce gros bébé. En numéro 9, j'ai choisi Dans les yeux de Méduse de Natalie Haynes. Pareil, surprise, je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive dans ce top. Ça a été ma redécouverte de la mythologie grecque parce que c'est un genre, enfin c'est un univers que j'avais mis de côté parce que à l'époque on en parlait beaucoup. Ça avait fait un gros buzz quand même ces dernières années et je sais pas, on en a tellement parlé que ça m'a saoulée. Moi quand je vois trop de choses,
j'ai moins envie de les lire. Et puis ce livre est arrivé, c'est parce que je l'ai découvert parce que du coup j'avais reçu le, le catalogue de parution des éditions Michel Lafon. Et du coup j'avais repéré ce titre qui me donnait extrêmement envie. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de réécritures de Méduse, mais je sais pas, celle-ci j'ai été happée du début à la fin. Encore une fois c'est un one shot. En fait c'est l'écriture de l'autrice que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est pas les figures de style qui sont présentes tout du long, j'ai totalement accroché. Elle m'a fait tant de peine Méduse dans celui-ci, parce qu'encore une fois vous savez que dans la plupart des récits, elle est décrite comme un monstre. Finalement, qui sont vraiment les monstres? C'est pas les hommes qui ont créé un monstre ou les dieux qui ont créé un monstre. Bref, est-ce que ça n'a pas été plutôt une femme qui a été juste victime de la cruauté des dieux et des déesses? Voilà, je vous laisse répondre vous-même à cette question. Encore une fois, je peux que vous rediriger vers cette réécriture parce que je la trouve super bien faite. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Et puis ça se bouffe, mais à une vitesse. Vous allez avoir beaucoup de peine, vous allez être très 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 énervé, mais comme la plupart des récits sur la mythologie grecque, de toute façon les dieux et déesses là sont encore une fois décrits comme des gens vraiment pas très gentils, pour ne pas dire de gros mots sur la chaîne YouTube. Et voilà, ça m'a donné très envie de découvrir ces autres récits, qui sont d'ailleurs un peu moins bien notés, donc je sais pas, je verrai. Ma copine Aurélie avait lu The Thousand Ships, un truc comme ça, je sais plus. Et bref, celui-ci est moins bien noté, donc je verrai, mais rien que pour la beauté de sa plume, je sais que j'essaierai de redécouvrir d'autres livres de cette autrice. Ensuite, en numéro 8, j'ai mis, parce que quand même, je l'ai quand même oublié là ces derniers temps, mais en repassant dans ma liste de tous les livres que j'avais lus cette année, je me suis dit, c'est quand même une saga que je me suis bouffée, que j'ai enchaînée, Wayward Pines. Donc là pour le coup j'ai mis le tome 1 parce que c'est vraiment la découverte de l'univers. Sans trop vous mentir sur le genre, on comprend rien à ce qui se passe au début. On est totalement perdu, mais j'adore ce sentiment moi dans mes lectures. Et puis plus ça avance, plus on comprend vers quel genre littéraire on se tourne en lisant cette trilogie. Et plus on se dit mais waouh, cet auteur est incroyable. De toute façon Blackrock, moi je l'avais déjà découvert avec Récursion à l'époque, que j'avais absolument adoré. Du coup là ça n'a fait que confirmer. C'est juste que j'ai adoré les premiers et deuxième tomes. J'ai été un peu déçue du troisième tome et je trouvais que la violence n'était pas forcément nécessaire dans les derniers tomes. Enfin certaines scènes étaient plus choquantes qu'autre chose et apportaient pas grand chose à l'histoire en elle-même. Donc il y a juste ce petit point qui m'a chagriné, mais je peux rien dire sur les 2 premiers tomes. J'ai absolument adoré, on est surprise du début à la fin et encore une fois je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, en numéro 7, et on verra si la suite, si pour la suite je ressens la même chose puisqu'elle est déjà sortie, j'ai mis La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. C'est un auteur que j'adore, vraiment, il est en train de, chaque année, d'être dans mes tops, donc je trouve ça absolument génial. Ce tome 1, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré l'univers qui est créé par l'auteur, j'ai adoré la protagoniste que l'on suit, c'est toujours des femmes, j'ai l'impression qu'on suit, j'ai pas lu American Elsewhere, mais du moins pour les mettre en lumière, et pour La Cité des Marches, les protagonistes sont des femmes, très intelligentes, enquêtrices, qui ont énormément de courage, et qui sont toujours assistées de personnes qui sont très spéciales, sans trop en dire. Là on revient également sur il y a des dieux qui sont présents mais qui ont disparu de la surface et qui reviennent petit à petit, une mythologie particulière, une magie particulière comme il sait très bien faire. Et encore une fois je trouve que les personnages peuvent nous paraître antipathiques au début et puis finalement plus on apprend à les connaître et plus on apprend à connaître leur passé, plus on s'attache à eux. Donc voilà, je lisais, découvrir Robert Jackson Bennett. En plus, je me semble que presque toute la trilogie, au moins les 2 premiers tomes, sont sortis en poche des maîtres en les mineurs. Et là, les 2 premiers tomes de La Cité des Marches sont sortis en grand format. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller le découvrir aux éditions Albin Michel Imaginaire. Ensuite, en numéro 6, j'ai mis Super méchant débutant de John Scalzi. Pareil, énorme surprise, ça m'a donné extrêmement envie de découvrir absolument tous les livres de cet auteur, vraiment. Je sais pas, il y a des livres comme ça où vous savez que vous lisez un d'un seul auteur et ça vous va et voilà, vous passez à autre chose. Et il y a d'autres les auteurs que vous découvrez et là vous vous dites ok, je veux lire absolument tout ce qu'il a fait. Et c'est exactement ce que ça m'a fait avec John Scalzi.
J'ai rigolé. Bon après je pense que c'est un contexte particulier parce que je l'ai lu à un moment, un week-end hyper chouette avec une de mes copines, on était au bord d'un lac dans un chalet, je l'ai bouffé, je l'ai enchaîné parce que on avait fait un week-end spécial détente, lecture, etc. C'était absolument génial, c'était parfait pour lire à ce moment-là. Du coup j'en ai un souvenir particulier, je pense que ça rentre dans la balance aussi. Mais vraiment je m'attendais pas à rire autant en fait en lisant un récit fantastique avec des chats qui écrivent sur des ordinateurs, des dauphins qui font la grève, un protagoniste qui découvre que son oncle faisait partie d'un groupe de super méchants, donc enfin vraiment c'est totalement barré et j'ai absolument adoré l'ambiance. Je sais que y a un peu moins d'humour mais c'est un petit peu présent également dans la Société protectrice des cailloux, donc je sais que personnellement c'est le prochain que j'aimerais découvrir quand je rentre en France. Mais ouais, c'était génial. Mais je trouve ça trop dommage que ce livre ne soit pas plus lu en France parce qu'il n'est pas plus tourné sur les réseaux, parce qu'il le mérite, mais totalement. Donc voilà. Et c'est encore une fois un one shot. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de one shot là, bon, à part la Cité des Marches, mais il y a beaucoup de one shot dans ce que je vous ai présenté pour le début. Lisez, découvrez ce livre et vous m'en direz des nouvelles. En numéro 5, et je ne vous en ai pas encore parlé par ici puisque je l'ai lu là en décembre. Grosse surprise, même si en vrai c'est un des thrillers les plus lus au monde, du moins qui est sorti ces dernières années. Et par exemple, je sais qu'il y a 2 millions de notes sur Goodreads, quelque chose comme ça, et il est noté 4,22, un truc comme ça, bref. Je sais que j'ai ce qu'on disait avec Laurélie, on essaye de se détacher un peu de tout ce qui est notes Goodreads parce que parfois ça peut juste nous plomber dans notre lecture, on n'a pas envie d'en sortir alors que ça peut être une très bonne surprise. Enfin bref, donc je vais essayer de m'éloigner de ça, mais pour le coup, un livre qui est aussi bien noté avec autant de notes, voilà, il fallait que de toute façon c'était un livre que j'avais déjà repéré, parce qu'en anglais j'avais vu que c'était The Silent Patient. Du coup j'ai lu Dans son silence de Alex Michaelides, qui a écrit d'ailleurs Les Muses et les Fureurs, quelque chose comme ça, enfin je sais plus. Après je sais que celui dans son silence c'est le plus apprécié, c'est le mieux noté, mais c'était absolument incroyable. Je vous en reparlerai plus en détail dans mon bilan lecture du mois de décembre, donc qui sortira en janvier. Mais je l'ai bouffé en une après-midi, en une demi-journée. Je n'arrivais plus à m'arrêter, je voulais absolument savoir ce qui se passait dans ce livre. J'étais totalement perdue, mais j'étais totalement happée. Et le plot twist de fou que je n'ai pas vu venir, vraiment j'étais devant mon livre. Et Laurélie l'avait lu, du coup c'est cool d'avoir une pote qui a lu beaucoup des livres que tu veux lire ou que tu es en train de lire. J'ai pu lui faire un vocal à ce moment-là parce qu'il faut te décharger. Enfin, vu ce qui se passe dans ce bouquin, alors je vous conseille d'ailleurs si vous pouvez de le lire en lecture commune parce que c'est absolument génial de pouvoir échanger. Mais c'est juste qu'avec les thrillers, je sais qu'avec certains, moi je suis très nulle pour découvrir. Si certains de Citon ou nos compagnons de lecture, on va dire, réussit à découvrir tout avant tout, bah il est triste de spoiler un peu. Moi au moins, j'ai eu aucun risque puisque je l'ai lu toute seule et je ne l'ai pas vu venir du tout. Mais vraiment, j'étais comme ça. Pardon? Devant mon livre. Je croyais qu'il y avait un problème. Je croyais que ça... En même temps, ça me paraissait tellement logique. Mais ouais, il arrive à te retourner le cerveau et à te faire croire des choses que tu pensais pas possibles. Et c'était incroyable. En plus dedans, moi j'adore quand il y a des petits ajouts, par exemple d'SMS, de journaux intimes, etc. Et dedans, il y a un ajout d'un journal intime avec des entrées par journée. Et je trouve que ça apporte quelque chose en plus qui est encore mieux. Et je sais pas, c'est hyper haletant, c'est hyper entraînant. Je peux que vous recommander ce thriller. Si vous voulez vous lancer dans un thriller et que vous savez pas forcément par lequel commencer, lisez celui-ci, il est pas du tout gore. C'est juste un thriller psychologique et c'est ce que je préfère lire parce que ça me retourne tout le temps le cerveau et j'adore ça. Donc je sais que cette année, enfin l'année prochaine, donc en 2025, j'aimerais lire plus de thrillers dans ce genre. D'ailleurs si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les faire en commentaire, je suis preneuse. À fond. Donc voilà pour le numéro 5. Ensuite, là on arrive un peu dans le plus haut du classement, en top 4. Je n'ai pas pu ne pas mettre de Brandon Sanderson. J'ai hésité entre plusieurs et vous verrez qu'il y en a un qui sera dans une autre catégorie, dans mes mentions honorables. Mais j'en ai mis qu'un seul ici et avec tout ce que j'ai lu cette année, j'ai hésité avec Warbreaker et puis non, je me suis dit j'ai quand même mis une meilleure note à l'autre.
Du coup, j'ai mis quand même le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson, donc le second tome de sa série SF Young Adult. Puisque malgré le fait que le tome 3... En fait, j'avais hésité parce qu'en fait, c'est à cause du tome 3, ça m'avait un peu plombé. Et voilà, je trouve ça trop dommage. Mais ça n'entache en rien l'affection que j'ai pour le tome 2, enfin le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 que j'avais lu donc au premier semestre 2024 et dans lequel j'avais passé un excellent moment parce que on va dans autre chose, on découvre d'autres personnes, on découvre une autre partie de l'univers et j'avais été complètement happée. J'aimais toujours à ce moment-là le personnage de Spencer, sans trop vous en dire. Mais ouais, c'est quand même une saga qui compte beaucoup pour moi parce que encore une fois, c'est le trope de la Fond Family qui est hyper présent là-dedans. Et les personnages, particulièrement les personnages secondaires, qu'on découvre plus si vous voulez dans le tome 2.5 avec les 3 nouvelles. Voilà, je serai toujours autant attachée à eux, donc il fallait absolument que cette saga soit dans mon top 10 de l'année 2024, parce que j'aurais presque découvert toute cette saga en 2024, même si bon, j'ai découvert le premier tome en toute fin d'année 2023, mais bon, je compte comme si j'avais lu presque la séquence hier, et du coup comme on a prévu de lire le tome 4 là en tout début 2024, je pense qu'en un an on peut dire que elle aura fait partie quand même de mon année 2024, donc voilà. Ensuite, là, on rentre dans le tome 3. Et vous allez rire. Parce que je vous annonce que le tome 3, c'est 3 titres du même auteur. Et si je vous dis ça, vous savez forcément qui. Johnny. Johnny. Après Brandy, c'est Johnny, forcément. Enfin, voilà, je crois que je vous casse assez les oreilles avec lui. Voilà, c'est le top 3 de John Green. Mais maintenant, vous allez me dire, mais lequel est-ce que tu as mis en premier? Eh bien, on va commencer par le top 3 quand même, par le numéro 3. En numéro 3, j'ai donc mis le tome 3 du livre des Terres Bannies, donc Ruines, de John Green du coup, parce que c'est un livre qu'on a absolument adoré. De toute façon, là, les 3 derniers que je vous montre, c'est des 5 étoiles tous, donc bon, c'était compliqué de choisir. Mais ouais, c'est un livre que j'ai absolument adoré, qui m'a fait beaucoup de peine quand même. Et pour lequel à la fin, sans trop vous en dire, mais on était vidés avec Lauralie parce qu'on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4 qui est-ce qu'on va avoir? C'est horrible. Voilà, sans trop vous en dire. Mais encore une fois, on apprend encore à découvrir d'autres protagonistes. On suit encore de nouvelles personnes. De toute façon, c'est un roman. Ça, c'est une saga avec que des romans chorales. Donc, il faut que vous aimiez suivre beaucoup de protagonistes parce qu'il y en a vraiment énormément dans cette saga. Donc voilà, j'ai mis celui-ci en top 2. Je ne pouvais pas ne pas mettre La Fureur des Dieux. Donc le tome 2 de la Confrérie du Sang de John Green. La fin des dieux, pardon. La fin des dieux, non pas la fureur. C'est pour ça que j'ai regardé en dessous. Je me suis dit, attends, il y a un petit couac là-dedans. J'ai adoré cette... En fait, le tome 1, j'avais bien aimé. J'avais pas eu de coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Et puis ça tournait autour de la mythologie nordique. Moi, c'est une mythologie que je veux découvrir de plus en plus. Donc j'avais passé un excellent moment cet été. Puis après, j'ai lu peu de temps après le tome 2, donc la fin des dieux. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 3 pour savoir ce qui va se passer et comment il va clôturer cet univers. Encore une fois, je vous le dis souvent, mais l'anthropomorphisme dans les livres de fantasy, c'est ce que je préfère. Il y en a énormément dans cet univers, avec des créatures à l'aspect pas très ragoûtant, mais qui ont un fond et un cœur absolument incroyable. Ils prennent une place incroyable dans cette trilogie et oui, je peux que adorer. D'autant plus depuis que j'ai vu l'interview de Zoran, il me semble, sur YouTube, avec l'auteur, donc avec John Green, qui parle de l'importance qu'ont eu ses enfants dans l'écriture de cette saga et à quel point il a été inspiré par certains de ses enfants pour créer des personnages. Enfin, je trouve ça trop chouette de rentrer à l'intérieur de l'univers et de voir derrière les rideaux ce qui s'est passé au moment de la création. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici, donc voilà. Et bien sûr, en numéro 1, je pense que vous l'aurez compris, ce sera donc Fureur, le 4e et dernier tome du livre des Terres Bannies de John Green. Je ne pouvais pas ne pas le mettre, vous savez, j'ai perdu des tonnes et des tonnes de litres d'eau en lisant ce bouquin. C'était absolument horrible et absolument incroyable.
En même temps, c'était un déchirement de quitter ces personnages, mais c'était un accomplissement d'avoir parcouru tout ce chemin avec eux pendant ces dernières années. D'avoir grandi avec eux, d'avoir souffert avec eux, de les avoir tant aimés. Voilà, vous le savez, je vous l'ai mis, je vous l'ai dit pas si vous me suivez sur Instagram, mais je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, c'est devenu ma saga préférée. Et ce 4e tome n'en est que la confirmation que j'attendais. Il était horrible et incroyable et je ne pourrais que vous pousser à vous lancer dans cette saga. Comme je vous l'avais dit, on verra à la sortie du tome 3, mais quand le tome 3 de la Confrérie du Sang sortira, je vous ferai avec plaisir une vidéo sur John Gwyn, comme ça je vous parlerai un peu plus en profondeur des 2 sagas, des différences, etc. Et de l'histoire sans vous spoiler bien sûr, mais de ce que j'ai préféré pour certains, pourquoi certains préféreront cette saga plutôt que l'autre, etc. Donc voilà un peu pour mon top 10 qui était ma foi très dur à faire. Et maintenant on va passer aux mentions honorables et pas des moindres, c'est vraiment des livres qui valent le coup. C'est juste que il faut faire des choix dans la vie et que j'ai fait ces choix, voilà. Du coup je voulais quand même leur mettre un petit coup de projecteur parce que ils le méritent. Alors première mention honorable, et si vous me connaissez vous vous dites what? Je crois que j'en avais parlé rapidement dans un bilan lecture, mais pas plus. Je voudrais quand même mentionner The Cheat Sheet de Sarah Adams, que j'ai dû lire de base pour mon ancien job, et finalement avec lequel j'ai passé un excellent moment. C'est une romance, new adulte, je crois plutôt, que j'ai absolument adoré parce que il communique, mesdames et messieurs. Il n'y a pas ce problème au bout de 80% de communication qui ne sert absolument à rien à part créer des soucis où il ne devrait pas y en avoir s'il y avait un minimum de communication entre les protagonistes. Voilà, non, ça n'existe pas puisque ici, dès le moment où il y a un souci que l'on pense qu'il va arriver, eh bien ils se parlent, tout simplement, comme 2 êtres humains, voilà. Et du coup, j'ai absolument adoré, c'est un Friends to Lovers qui est même devenu limite l'un de mes trop préférés. Je me demande maintenant si c'est pas au-dessus du Enemies to Lovers. Mais ouais, j'adore le fait qu'ils aient tant d'années en commun et qu'ils soient amoureux l'un de l'autre en secret, mais qu'ils osent pas se l'avouer puisqu'ils ont peur de perdre cette si belle amitié qu'ils ont toujours eue. Et voilà, il y a très peu de clichés, je trouve, contrairement... Bon, après j'en ai plus lu tant que ça, mais j'en ai lu beaucoup à une époque, hein, il y a de ça des années. Hein. Mais ouais, j'ai vraiment adoré, en plus c'est drôle, enfin c'est pas prise de tête, ça se lit tout seul. Un one shot, encore une fois. Enfin, il y a The Rulebook qui va sortir, mais qui est un spin-off avec donc on suit un autre personnage. Mais voilà, si vous aimez la romance, ou si vous lisez peu de romance, mais que vous voulez en lire, mais pas qui vous prennent la tête avec des clichés, etc., je vous conseille celui-ci. En deuxième mention honorable, j'ai mis Emils de Emmanuelle Chastelière. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, la fantasy historique, c'est un genre que je veux découvrir de plus en plus, et j'ai absolument adoré celui-ci parce que j'ai adoré le personnage de Emils qui est un personnage emblématique parce que elle a vécu énormément de choses, mais elle a été enterrée un peu sous l'histoire des hommes et dont Hannibal Barca, et ouais, elle a vécu une vie un peu sans dessus dessous, et elle essaye elle a été, on va dire, elle a été éloignée de sa nation, et elle a basculé dans un univers et dans une nation, enfin dans une famille qui ne voulait pas d'elle, et elle a tout fait pour essayer de faire entendre sa voix malgré le fait qu'ils aient tout fait également pour l'enterrer. Donc ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage, et je ne peux que vous recommander ce bouquin parce qu'en plus rien qu'avec les descriptions sur les paysages, les rues de Carthage, etc. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de cet auteur qui est francophone. Donc encore une fois, je ne peux que vous le recommander. En troisième recommandation, et c'est l'avant-dernière, j'ai mis A Study in Drowning de Ava Reid. Vous le savez, c'est un livre que j'ai mis 1 an à lire, mais c'est parce que la première fois j'étais pas dans le bon mood. Je l'ai repris cette année et j'ai vraiment très bien fait. Si vous aimez les ambiances sombres, pas macabre, pas du tout, c'est pas le mot que je voulais dire, mais qui est très mystérieuse, avec un secret qui tient toutes les fondations de cet univers et du monde de la protagoniste.
Enfin, vous allez beaucoup aimer. Si vous aimez également, de toute façon, elle, c'est une fan de lecture également. Donc je pense que pour nous, lecteurs et lectrices, fans de lecture, ça ne peut que vous plaire. Et encore une fois, j'ai adoré juste pour l'ambiance, sur une petite île qui est isolée de tout, dans un château qui est, dans un manoir même qui est isolé de tout, avec des pièces où il ne faut surtout pas aller, avec des personnes, enfin il y a une personne également que l'on n'a pas le droit d'approcher, et bref, c'est un récit avec énormément de secrets, et ça se lit mais absolument tout seul, et Varid, elle a une plume absolument incroyable, donc j'ai juste hâte, c'est de découvrir celui qui est sorti il y a pas si longtemps sur Lady Macbeth, qui me donne extrêmement envie. Voilà, et en dernier, et pas des moindres, puisqu'on se termine avec du Sanderson, donc je vous le disais tout à l'heure, j'ai quand même mis la novella Secret History de Brandon Sanderson, donc ce qui est le tome, on va dire, 3.5 de Mistborn, donc qui doit se lire après la première trilogie de Fils des Brumes, que j'ai absolument adoré, puisque j'adore le protagoniste, sans trop vous en dire. On en apprend tellement plus sur le monde, sur la première trilogie de Fils de Brume, on comprend certaines choses et c'est absolument incroyable de découvrir tout ça grâce à cette nouvelle. Donc comme quoi, les nouvelles ne servent pas à rien, non, loin de là. Elles permettent de découvrir des détails et de comprendre certaines choses de l'univers qu'on ne comprenait pas forcément, et je trouve que là c'est extrêmement bien expliqué. Et ouais, ça m'a fait du bien de lire cette nouvelle, j'étais juste trop contente de retrouver cet univers. Donc si vous avez déjà lu Fils des Brumes, je sais qu'elle est trouvable, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, si je retiens ce que vous avez dit la dernière fois, à la fin du tome 6 de Fils des Brumes en français, il me semble qu'ils ont mis cette nouvelle. Je suis pas sûre, mais si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc allez la découvrir puisqu'elle vous vraiment le coup. Vous allez être vraiment content de retrouver de découvrir cette nouvelle. Je vous le promets. Faites-moi confiance. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce top 10 et ces mentions honorables. N'hésitez pas vous à me faire un petit top 3 de vos meilleures lectures de l'année 2024. Parce que peut-être ça me poussera également à sortir ces livres plus rapidement de ma palle. Et puis n'hésitez pas à me dire si dans mon classement on en a en commun, ça me fait toujours plaisir de voir un peu si on a des goûts en commun ou s'il y en a que du coup vous avez prévu de sortir très rapidement dans ceux dont je vous ai parlé en 2025. J'espère que je vous ai donné envie de vous lancer dans Jungmin si c'est pas encore fait. Oui, la propagande ne s'arrêtera jamais. Surtout qu'il y a normalement le tome 3 qui sort l'année prochaine de la confrérie du sang, donc ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, je vous préviens juste. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.